Bonsoir tout le monde. Welcome everyone. So today we will be launching two books. The first one will be French and the second one in English. Alors, je présente tout de suite Marie-Christine Pioffel, qui est professeure titulaire à l'Université York. Ses travaux portent principalement sur les textes de la Nouvelle-France et sur la littérature française du XVIIe siècle. Elle a publié une centaine d'articles et une dizaine d'ouvrages, dont Voyage en Acadie, 1604 et 1607, de Marc Lescarbot, paru l'ouvrage paru en 2007. Elle est membre de la Société royale du Canada. Et Marie-Christine sera en conversation avec son étudiant, Peter Murray, qui a obtenu un doctorat en lettres de l'Université York avec une thèse sur la représentation de la nature dans les utopies narratives du XVIIe siècle. À présent, il s'intéresse à l'histoire de la modernité politique, de la pensée ethnographique et des cultures autochtones au Canada. Il a publié des articles sur l'analyse textuelle du discours, la typologie narrative et la littérature du XVIIe et XXe siècle. Merci beaucoup, Aurélia. Merci. Alors, pour présenter rapidement l'histoire du Canada que vous voyez ici et qui est paru il y a quelques semaines, à la fin septembre, aux éditions du Septentrion. Je pourrais d'abord poser la question, pourquoi rééditer un livre d'une telle ampleur, un livre qui fait 1000 pages en caractère d'imprimerie et qui, je dois le dire, m'a donné quelques cheveux blancs en cours de travail parce que la réédition de ce livre posait certains problèmes pour la textologue que je suis. Alors, l'histoire du Canada, c'est l'œuvre maîtresse de Gabriel Sagard. On le connaît surtout pour la publication de son grand voyage du pays des Lions. Et aucune édition critique jusqu'à ce jour n'avait été entreprise de cette œuvre qui est parue pour la première fois en 1636 chez l'éditeur parisien Claude Soubise. Une réédition avait bien été effectuée en 1866 par l'éditeur parisien Émile Cross et c'est Henri-Émile Chevalier qui l'a réédité, un romancier du 19e siècle qui s'est beaucoup intéressé à l'histoire de l'Amérique française. Mais cette édition ne comportait aucune note, une très très brève introduction et c'était tout à peu près. Alors, j'ai donc entrepris d'essayer de vulgariser ce texte par une édition critique. Alors, le plan de mon exposé se divisera ainsi, une brève présentation de Gabriel Sagard. Je parlerai un petit peu des circonstances qui l'ont amené à éditer ce livre et je parlerai des remaniements et de la censure qui s'est exercée en cours d'édition, censure éditoriale et censure de ses supérieurs. Et je parlerai bien sûr de l'intérêt du livre aujourd'hui. Donc voilà le plan que je vous propose. Alors, Gabriel Sagard est un homme obscur. Tout ce qu'on connaît de lui, c'est à peu près à travers l'histoire du Canada. Il a probablement été baptisé sous le prénom de Théodat, même si on ne retrouve pas son acte de baptême. Les dates de sa naissance, on peut les situer approximativement entre 1580 et 1590, parce que dans l'histoire du Canada, on apprend qu'il était probablement récollet en 1604. Il fait allusion au couvent de Verdun. Alors, Sagard était un frère laid. Un frère laid, c'est un frère servant, au plus bas de l'échelle dans sa communauté, c'est-à-dire qu'il s'occupait des travaux ménagers, des travaux d'entretien. Et on peut s'étonner qu'un homme, le frère, comme son convert, comme lui, ait entrepris d'écrire un tel ouvrage de cette ampleur. Disons que Sagard a connu et a eu une vocation précoce, vocation missionnaire précoce. Et il nous raconte
quand il était écolier, alors qu'il se dit très mauvais élève, il a visité une très belle église à Stillény, en Lorraine, près de Metz, à quelques kilomètres de Metz. Et sur les murs de cette église, on voit une fresque du jugement dernier que vous pouvez voir à l'écran. Et vous voyez la bouche de l'enfer sur cette fresque. Et les pauvres infidèles passaient par cette bouche pour aller vers les enfers, selon représentation qu'on avait à l'époque et durant le Moyen-Âge. Alors, Sagard a été pris d'une vive compassion pour ses infidèles et il a vraiment, dès ce moment, décidé de se faire missionnaire. Mais ce n'est qu'en 1623 qu'il va aller au Canada et il va séjourner à peine 10 mois. Donc, de 1623 à 1624, il se rendra en Huronie, plus précisément. Et en 1624, alors qu'il projetait retourner en Huronie, puisqu'il avait dû aller chercher des objets à Québec, son supérieur le ramène en France. Donc, il doit mettre fin à son voyage. Et il retourne en France aussitôt, et ce n'est que 8 ans plus tard qu'il entreprend la publication de son grand voyage du pays Huron. Donc, 8 ans, c'est quand même beaucoup de temps pour quand même une interruption de beaucoup de temps avant la publication de son grand voyage. 4 ans plus tard, en 1636, c'est la publication de l'histoire du Canada. Et 2 mois à peine après la sortie de son livre, coup de théâtre, Sagard quitte l'ordre des Récollets pour aller au grand couvent des Cordeliers. Alors, on peut s'étonner de cette défection, lui qui était un ardent défenseur des Récollets dans ses ouvrages, mais plusieurs hypothèses circulent pour expliquer ce changement imprévu. D'abord, on peut penser que Sagard était insatisfait du travail qu'on avait fait avec son livre. Et c'est une hypothèse que je partage parce que son livre a été censuré et manipulé par des tiers. Donc, j'en parlerai un petit peu plus tard au cours de cet exposé. En 1637, les Récollets vont intenter un procès pour récupérer Sagard, parce qu'ils aimaient bien Sagard, et ils vont perdre leur procès. L'année suivante, ils interjettent appel pour récupérer encore Sagard, mais ils perdent leur appel. Et en 1638, on perd la trace de Gabriel Sagard. Donc, on n'en entend plus parler. Alors, je vais parler maintenant un petit peu des circonstances qui l'ont amené à écrire l'histoire du Canada. Alors, le titre, comme les titres de l'époque, il est assez long. Histoire du Canada et voyage que les frères mineurs Récollets y ont fait pour la conversion des infidèles. Ça dénote déjà une entreprise publicitaire. En fait, ce livre, c'est une défense et illustration des missions Récollettes en Nouvelle-France de 1615 à 1629. Alors, on pourra se rappeler que Québec, bien sûr, comme vous le savez, a été fondé en 1608 par Samuel de Champlain, mais ce n'est que quelques années plus tard, soit en 1613, qu'il décide de donner un lustre missionnaire à son entreprise coloniale. Et il va se tourner vers les Récollets. Ça peut surprendre. Pourquoi les Récollets? Alors qu'en 1611, c'était les Jésuites qui étaient venus en Acadie. Alors, pour expliquer le choix de Champlain, on peut penser à la publication de l'Anticoton en 1610, l'Anticoton, qui était un pamphlet très virulent contre les Jésuites, qui était accusé d'avoir comploté le régicide d'Henri IV. Alors, ils avaient une très mauvaise réputation et à la cour de la régente Marie de Médicis, les Récollets étaient
protégé. Alors, c'est sans doute pour toutes ces raisons que Champlain a décidé d'amener avec lui les Récollets. 4 recrues arriveront en 1615, Jean Dolbeau, Denis Janet, Joseph Le Parent et Pacifique Duplessis. Alors, Sagard aurait bien aimé être de la partie, mais son supérieur à Paris décide de le garder. De 1615 à 1622, les Récollets ne baptisent qu'une quarantaine d'Autochtones, la plupart des moribonds, sans compter quelques néophytes qui ont été envoyés en France pour être instruits dans le catholicisme. En 1623, les Récollets Nicolas Viel et Gabriel Sagard viennent rejoindre leurs confrères au Canada et Nicolas Viel et Sagard se rendront presque aussitôt en Huronie. Sagard va développer des liens de proximité et d'amitié avec les Hurons-Wendat. Sur le plan des conversions, par contre, les baptêmes se font attendre. Et on peut très bien le dire, l'œuvre des Récollets est un échec en tout point sur le plan missionnaire. Pire encore, ils ont toujours mal à partir avec les marchands. Ils se disputent sans cesse. L'un d'entre eux va mal écrire un pamphlet contre les marchands et le clan des deux camps. Donc, rien pour arranger les choses de leur côté. En 1625, c'est l'arrivée au Canada des premiers jésuites et c'est le début d'une grande rivalité missionnaire entre les deux ordres religieux. 1629, les frères Cotte s'emparent de Québec, les Récollets doivent rentrer en France et bien sûr les autres religieux et la plupart des colons. Donc, voilà un épisode de l'histoire de la Nouvelle-France. Alors, la publication du Grand Voyage du pays des Hurons, qui survient en 1632, avait pour but de permettre le retour des Récollets en Nouvelle-France. C'est une publication qui a été précipitée. En témoigne le nombre de coquilles, de fautes, en particulier dans le dictionnaire de la langue huronne, dont parlera Peter, parce que Sagard était très précis. Il savait que Paul le Jeune planifiait la publication de sa première relation annuelle en 1632, et il savait aussi que Samuel des Champlain publiait une réédition de ses voyages, celle de 1632, dans laquelle il a retranché presque tout ce qui concernait les Récollets. Alors, ça peut sembler très étrange. Pourquoi Champlain, qui avait fait venir les Récollets, décide d'éliminer presque tout ce qui les concerne? Alors, il l'a fait sans doute pour des raisons politiques. Parce que il a dédicacé, Champlain, son ouvrage au cardinal de Richelieu et on sait que Richelieu était très hostile aux Récollets. Alors, vous voyez ici la page de couverture du Grand Voyage du pays des Hurons dont j'ai parlé. Est-ce que le livre permettra aux Récollets de regagner la Nouvelle-France? La réponse, c'est non. Donc, après la signature du traité de Saint-Germain-en-Laye, la Compagnie des Sans-Associés va favoriser le retour des Jésuites et les Récollets restent en France, malgré leur désir de retourner. 1633, le même manège se produit. Les Récollets ne sont pas invités à monter à bord des navires. Et l'historien jésuite Lucien Campeau explique cette décision de la façon suivante. Il dit que le directeur de la Compagnie des Sans-Associés, Jean de Lauzon, leur offrit le passage, mais que la préparation des Récollets n'était pas au point. Or, cette explication ne tient pas la route parce que les Récollets, d'une part, n'avaient pas grand-chose à préparer. Il y avait déjà leur couvent
Et d'autre part, les Récollets eux-mêmes ont fortement contesté cette explication. Alors, la publication de l'histoire du Canada représente le dernier effort pour les Récollets de regagner la Nouvelle-France. De 1634 à 1636, Sagard écrit comme un forcené pour faire en sorte que son ordre regagne la Nouvelle-France. Il était d'autant plus pressé que les Jésuites publiaient leurs relations annuelles, celles de 1632, 33 et 34, qui avaient connu un certain succès en France. Alors, quand on publie un livre comme celui-là, il est toujours intéressant de s'attarder aux liminaires, aux nombreux liminaires. Et dans le cas de l'histoire du Canada, ils sont très nombreux. Et ce qui m'a intriguée, c'est les dates de publication. Alors, on peut remarquer l'approbation du supérieur Ange Cartier, date du 7 décembre 1634. Le privilège est accordé le 17 mai 1635. La permission du père commissaire général des Récollets, le 19 mai 1635, la permission des supérieurs, 9 octobre 1636. Mais l'achevé d'imprimer, lui, ne date que du 31 août 1636. Alors, ça montre plus de 10 mois entre le privilège du roi et la sortie du livre. C'est beaucoup de temps pour la fabrication d'un livre. Or, les Récollets n'avaient pas intérêt à faire traîner la publication de cet ouvrage. Mais pourtant, ils n'ont peut-être pas été totalement étrangers à ces retards parce que, comme je vais tenter de le démontrer, le livre a été censuré en cours d'impression. Alors, il y a bien sûr une seule édition, mais les éditions de l'époque étaient, comme vous savez, très artisanales. Dans l'atelier d'impression, on corrigeait souvent le livre. Alors, je vais vous montrer une copie tirée de l'encyclopédie. Vous voyez l'atelier d'un imprimeur. Chaque page était fabriquée individuellement. Et quand on voyait une erreur, comme le papier coûtait très cher, tout ce qu'on faisait, on remplaçait la page et on continuait l'impression. Si bien que quand vous regardez les différents exemplaires de la même édition, vous remarquez des changements. Quelquefois, c'est quelques changements mineurs, mais quelquefois, vous retrouvez des changements très importants. Et dans le cas de l'histoire du Canada, il y a eu des changements très importants. En particulier, j'ai comparé plusieurs exemplaires et en particulier, je me suis intéressée à l'exemplaire de la bibliothèque du Musée de l'Amérique francophone qui se trouve à Québec. Cet exemplaire s'est révélé très révélateur parce que il y a à 3 endroits dans le livre des pages qui ont été répétées, des pages répétées, reprises et sur lesquelles figure la mention manuscrite carton. Le libraire a ajouté ça au plot. Mais qu'est-ce qu'un carton? C'est un terme d'imprimerie qui désigne des feuillets qui ont été ajoutés en remplacement d'autres pages. La merveille pour moi, c'est que les pages qu'on aurait dû supprimer ont été conservées dans cet exemplaire-là. Donc, j'ai pu voir les modifications que Sagard ou son réviseur ont apportées au livre. Et donc, je ne vais pas vous ennuyer avec tous ces détails, mais à la page 195 et 196, on retrouve dans les feuillets primitifs une comparaison entre le capus de Saint François d'Assise, le capuchon si vous préférez, et le capus des Lépicènes. Alors, cette comparaison a probablement choqué les supérieurs de Gabriel Sagard, qui ont sans doute par eux-mêmes changé ce passage, mais à la dernière minute. Et pourquoi je dis à la dernière minute, c'est que dans la table des matières, on retrouve cette mention
du Capus de Saint-François et de sa réforme. Donc, on n'a pas corrigé la carte des matières, mais on a changé tout ce passage. Alors, je ne vous lirai pas les changements, et on a remplacé ce passage par des considérations sur la coiffure des Arabes. Ça n'a rien à voir dans le livre, mais il fallait trouver quelque chose à mettre durant ces 4 pages. Alors, il y a 3 endroits dans le livre où on trouve de tels changements. Alors, pour moi, c'est un cas de censure manifeste. Et cette hypothèse, je peux la conforter parce que dans le livre, il y a de nombreuses traces d'interpolation, d'intrusion de la main d'un tiers dans le livre. Et un des exemples les plus probants concerne les langues autochtones. On sait que Gabriel Sagard a toujours été d'un grand intérêt pour les langues autochtones. Il a appris le montagnais avant même de venir en Nouvelle-France. Il a appris le huron également. Il a composé un dictionnaire de la langue huronne et il a appris des rudiments de la langue nipissing. Or, dans le livre 2 de son histoire, on trouve ce passage très étonnant que je vous lis, mais pour nos langues sauvages qui en tout siècle changent pour le moins une fois, je conseillerais volontiers ceux qui en ont la puissance d'amatarder et biffer toutes celles qui sont en usage chez les Hurons et Canadiens. Alors, les Canadiens, ce sont les autochtones nomades, et d'introduire en leur place la langue française partout, car quelque apparence que tant de petits peuples aient des langues si différentes et si difficiles à apprendre, le sujet ne le mérite pas. Les religieux qui ont à les instruire y ont trop de difficultés. Alors, ça, c'est pas de la main de Sagard, assurément. Alors, ce texte-là comporte des incohérences aussi. Des incohérences, des changements de dernière minute. Et je ne voudrais pas trop accaparer la parole, mais je ne donnerai que quelques exemples. Un des changements de dernière minute concerne le nom du couvent des Récollets. Le couvent des Récollets était appelé, dans le grand voyage du pays des Hurons, le couvent Saint-Charles, en l'honneur de Charles de Gaulle, le protecteur des Récollets. Dans l'histoire du Canada, on appelle le couvent Notre-Dame des Anges. Alors, ce changement peut vous paraître anodin, mais il faut se rappeler que les Jésuites avaient baptisé en l'honneur des Récollets leur couvent Notre-Dame des Anges. Et Sagard présente cela comme une usurpation. Et donc, ce changement a été fait dans presque tous les passages de l'histoire du Canada, sauf à 2 occurrences, que le réviseur de Sagard a probablement oublié. Un autre endroit qui est aussi très intéressant concerne la mort de Nicolas Vienne et de son jeune disciple, selon la prononciation. Et donc, dans l'histoire du Canada, il présente cette mort, dans le Grand Voyage, pardon, il présente cette mort comme une mort accidentelle. Et dans l'histoire du Canada, en suivant Paul le Jeune dans sa relation de 1634, il affirme, laisse entendre que les Autochtones auraient jeté à l'eau Nicolas Vienne et son jeune disciple, ce qui est peu vraisemblable. Parce que pour quelles raisons les Autochtones auraient fait cela, c'est pas très vraisemblable. Et il le fait à toutes les occasions, sauf en une occurrence encore, oubliée par le réviseur de l'histoire du Canada. Or, on est à peu près sûr aujourd'hui que la mort de Nicolas Vienne et son jeune disciple dans la rivière des Prairies est un accident. Donc, on peut voir donc des manipulations dans l'histoire du Canada. Je pourrais vous parler aussi de certains renvois, mais je ne voudrais pas trop accaparer la parole. Toujours est-il que dans les textes de cette époque, et en particulier dans les textes religieux, les traces de censure sont souvent importantes.
Et Marie de l'Incarnation, qui était la première lectrice des relations manuscrites des Jésuites, se plaignait qu'on retranchait souvent des passages dans les versions imprimées. Alors, je vais revenir à l'intérêt de ce livre. Ce livre présente de multiples intérêts, je pense. D'abord parce qu'il présente une version très critique des débuts de la colonie. Gabriel Sagard est un franc-parleur, quelqu'un qui n'a pas la langue de bois ni la langue dans sa poche. Il va critiquer très ouvertement Samuel de Champlain de ne pas avoir su fortifier Québec adéquatement. Il critique Champlain de ne pas avoir pris la peine d'apprendre les langues autochtones, ce qui le rendait tributaire des interprètes. Il critique encore les autorités françaises de s'être rendues sans combat au fer en 1621. Et bien sûr, on retrouve de très nombreuses critiques à l'endroit des jésuites qui sont appelés les religieux rentés, etc., et à l'endroit des marchands qui n'auraient pas respecté leur engagement. En plus, l'histoire du Canada nous rapporte souvent des événements inédits dans l'histoire de la colonie et quelquefois des événements qui sont présentés sous un angle très différent. Je ne donne qu'un exemple. En octobre 1629, 2 jeunes Français sont assassinés. Sagard, dans sa version, nomme le meurtrier, tandis que Champlain ne le nomme pas. Or, tous les historiens modernes, Marcel Trudel y compris, adoptent la version de Champlain en disant que Sagard n'est pas crédible parce que Sagard n'était pas présent. Bon, Sagard n'était pas présent, c'est vrai, mais il s'appuyait sur le témoignage des autres récollets, Daniel Boursier, et les récollets étaient très près des Autochtones. Alors, je crois qu'il n'y a pas de raison d'exclure et d'écarter complètement la version de Sagard. En terminant, j'aimerais dire que l'histoire du Canada présente non seulement un intérêt historique, ethnographique, mais aussi apporte des renseignements sur la faune, sur la flore, qui ne sont pas présents dans le Grand Voyage. Et bien sûr, un intérêt linguistique, parce que Sagard corrigera de nombreuses erreurs qu'on retrouve dans le Grand Voyage. Et je vais céder maintenant la parole à Peter, qui est à mes côtés. Et Peter connaît très, très bien le livre, puisqu'il a travaillé avec moi. Il a été d'un apport incroyable pour la connaissance des langues autochtones et il m'a aidé à naviguer dans ces dictionnaires. Alors, je lui cède la parole pour vous parler de la contribution de Sagard à la connaissance des langues autochtones. Merci Marie-Christine. Oui, Marie-Christine m'a demandé de parler de l'inscription des langues autochtones dans l'histoire du Canada, qui est une question non seulement complexe, mais aussi assez épineuse, étant donné l'importance particulière de l'acquisition de ces langues pour l'entreprise missionnaire. Et en effet, Sagard avait l'intention de joindre à son œuvre déjà volumineuse les dictionnaires rédigés avec ses compagnons récollets, comme en témoigne le titre d'origine tel que reproduit dans la permission d'imprimé. La liste des termes autochtones que nous avons dressés comporte notamment des termes en Huron-Wendat, Innu montagnais et Mi'kmaq souriquois. Et il y a environ 450 entrées, incluant les variants, les occurrences répétées. Et pour sa part, Jack Warwick a compté à peu près environ 240 mots et expressions uniques, dont la plupart, je pense que c'est environ 70%, ce sont des mots d'origine huronne. On remarque que ces nombres paraissent relativement élevés par rapport, le centre de lecture peut nous montrer, par rapport à l'importance des mots autochtones dans les autres textes de l'époque. Je parle de textes narratifs comme les relations des Jésuites. Le souci avec lequel Sagard
note certains termes, reflète son évidente préoccupation pour la couleur locale, pour une certaine précision ethnographique, mais il est surtout l'expression d'une intention polémique et rhétorique. De plus, l'apprentissage des langues autochtones, et en particulier du Huron, s'avère une entreprise des plus difficiles. Et malgré une certaine bravade, censée convaincre les autorités séculières et religieuses de son temps du succès de l'entreprise missionnaire, on peut supposer que pendant longtemps, la connaissance des langues autochtones parmi les religieux est plus mauvaise. On retrouve en effet dans les écrits missionnaires une certaine contradiction entre le triomphe rhétorique des Européens, c'est-à-dire la prétention d'engager des débats théologiques assez complexes et parfois de confondre les autochtones, et un aveu de l'incompétence langagière. Les frères se retrouvent souvent muets ou bégayants ou expriment mal leurs propos en s'exposant à la risée de leur interlocuteur, ou pire, en créant des malentendus parfois dangereux. D'ailleurs, Sagard se fait un plaisir de raconter les mésaventures des jésuites, notamment, dont la connaissance imparfaite de la langue, au début, peut mettre dans des situations embarrassantes. Brébeuf lui-même, malgré son génie admet que l'apprentissage de langue autochtone suppose un véritable exercice d'humilité chrétienne. Je vais citer très rapidement. Il faut faire état pour être grand maître et grand théologien que vous ayez été en France. Être ici petit écolier, ou encore, ô bon Dieu, de quel maître, des femmes, des petits-enfants, de tous les sauvages, d'être exposés à leur risée. Ça sera encore beaucoup si au bout de quelques temps, vous arrivez à bégayer. De même, dans la relation de 1633, Paul le Jeune se lamente. Oh, c'est un grand mal de ne pouvoir produire ces raisons, de ne parler qu'en bégayant et par signe. Chez Sagard, on trouve le même motif de bégaiement missionnaire, quand il laisse parfois échapper des précisions qui jettent le doute sur sa compétence langagière. Je cite, je le vais dire en bégayant, toujours assisté du truchement. Les raisons de ces difficultés résident sans doute dans l'exotisme des langues autochtones. La plupart des termes cités par Sagard sont en Huron, qui est une langue polysynthétique, à tendance centrifuge, c'est-à-dire les déterminants sont un peu déterminés, de la branche nordique de la famille iroquoienne. Et elle présente des difficultés notoires pour l'apprenant européen. L'étrangeté de ces langues, la langue du pays, est par ailleurs accentuée par leur caractère non fixé et la fragmentation dialectale. Sagard lui-même fait observer que, je cite encore, une même chose se dit un peu différemment, ou tout autrement en un lieu qu'en un autre, dans un même village et encore dans une même cabane. Cette diversité, fragmentation dialectale est vraiment un problème, c'est un problème pour nous aussi. Dans ce qui suit, je vais présenter de la façon dont l'histoire de Canada reflète ces difficultés au niveau, mais très rapidement, phonétique, morphologique, lexicale et pragmatique. La phonétique dans la langue Huron présente certaines complications pour les missionnaires, dans la mesure où elle comporte des phonèmes inexistants en français, par exemple le plusive glottale sourde, c'est-à-dire le coup de glotte, ou la fricative glottale. Le système comporte aussi de nombreux allophones, donc des phonèmes qui sont réalisés différemment en fonction de leur environnement. Par exemple, le phonème K peut s'actualiser comme K, comme K, ou comme la fricative palatale sourde Kia. Les transcriptions de l'école sont généralement approximatives et influencées évidemment par le français. Par exemple, Sagard ne transcrit jamais le coup de glotte, qui est vraiment nécessaire en stop, cette pause, et n'utilise pas de symbole particulier pour la suivante labio-vélaire croisée ou autre, que les jésuites noteront par la ligature au, c'est-à-dire en 8. Aussi, il transcrit d'habitude par que la fricative palatale sourde de chien, pour laquelle les jésuites utiliseront généralement le iota et que le système standardisé actuel note par la lettre Y. Par exemple, il transcrit le mot grand pour chien, Kianieno, comme Ganieno. Ces approximations compliquent évidemment le repérage des mots cités par Sagard
Il y a un nombre assez important de transcriptions qui nous semblent douteuses. Il y a également dans l'histoire du Canada plusieurs mots pour lesquels nous avons dû jeter l'éponge, car il nous a été impossible de trouver un correspondant plausible dans certaines autres qui se sont consultés. Mais c'est surtout le système verbal qui comporte une complexité notoire, en vertu du grand nombre de constituants possibles qui peuvent s'affixer aux racines verbales. Très rapidement et très imparfaitement, je vais esquisser la morphologie minimale du verbe du rond à partir d'un modèle général dominant qui n'est pas unique par ailleurs, c'est-à-dire le préfixe pronominal, la racine et le suffixe modal aspectuel. Il suffit juste de rappeler que les préfixes pronominaux vivants communiquent l'information sur l'agentivité, c'est-à-dire la présence d'un marqueur pour l'agent, le patient, la transitivité, le nombre qui est singulier, dual, pluriel, le genre qui peut être masculin, féminin, défini, en anglais on appelle ça féminizoïque, utilisé pour les femmes, les animaux, c'est un phénomène naturel, et le genre neutre. Les préfixes peuvent aussi renvoyer à l'inclusivité, c'est-à-dire à la distinction entre les personnes qui sont incluses au nom de l'action, de la conversation. D'autre part, le verbe vivant comporte des suffixes aspectuellement d'autres, comme l'habituel, le statique, le perfectif, l'intentionnel, l'impératif. La présence de l'aspect perfectif détermine aussi l'utilisation obligatoire dans les préfixes prédominants, le facteur, le futur, le datif. Je ne sais pas si je vous ai perdu, mais sans doute les récollets ont pu être assez confus quand ils vont mieux pour la première fois en précédent. Il va sans dire que cette complexité a dû être assez apparente pour les récollets lors de leur premier contact avec la langue. Il est difficile de voiler la compréhension de Sagard par rapport à la structure de langue autochtone. Elle est sans doute assez rudimentaire au début, bien qu'ils reconnaissent la richesse combinatoire des racines durant leur polysémie. Charles Baker, qui est ici présent, a spéculé en ne blâmant qu'à moitié, je suppose, qu'à partir de 1000 racines verbales, on peut théoriquement générer 3 millions de mots. Sagard fait une observation similaire en soulignant le fait que les langues autochtones sont, et je cite, plus fécondes et nombreuses que les langues européennes, et qu'en plus, les langues ont une infinité de mots composés, lesquels sont des sentences entières, comme les caractères des chinois. Bien entendu, le mécanisme derrière les idéogrammes chinois est d'une nature différente, mais la comparaison a sa valeur et a une certaine puissance expressive. La complexité de la grammaire humaine a donné du fil à retordre également aux jésuites qui, latinistes invétérés, ont projeté la structure de la fin sociale du monde en inventant par exemple l'infinitif et le subjonctif, mot qui ne se retrouve pas dans cette langue. Sur le plan du vocabulaire, on remarque la préférence marquée de Sagard pour les termes désignant des éléments de l'environnement naturel. La plus grande catégorie est, selon le grand Jack Warwick, c'est de la faune et de la flore avec 70 occurrences de mots uniques. Or, lorsqu'il s'agit de citer des termes autochtones, c'est l'esprit franciscain de Sagard qui l'emporte, et le missionnaire dresse un inventaire presque exhaustif de différentes espèces et qui peuplent le pays, non sans un certain nombre de confusions et d'approximations taxonomiques. L'accent mis sur le lexique de la nature est intéressant, car si on se tourne vers les discours apportés, attribués aux autochtones, c'est-à-dire les discours qu'il attribue aux autochtones et qui transcrit en français, le thème surinvesti par Sagard est celui de la religion, qui l'emporte sur tous les autres aspects de la socialité. Or, dans l'histoire du Canada, les thèmes relatifs à l'organisation sociopolitique des Grands Rwanda sont sous-représentés, enfin moins nombreux que les mots liés au lexique de la nourriture, par exemple. En effet, on trouve que 9 mots relatifs à la religion et seulement 2 pour désigner l'autorité sociale, c'est-à-dire les 2 types de chefs. Ce manque d'intérêt pour la spiritualité et l'organisation politique peut être interprété dans le sens du vieux stéréotype de la littérature viatique selon lequel les sauvages vivent sans État et religion. En effet, d'après Sagard, qui a une attitude assez favorable, dirons, ceux-ci vivent presque en bête, il dit une fois, sans adoration, sans religion et sans vaine superstition. C'est un jugement qui n'est pas neutre, il renforce la nécessité de leur conversion, tout en minimisant les difficultés liées à celle-ci. Par exemple, on peut se tenir que la conception totalement non dramatique de la mort, au voyage des Indes de l'Ouest,
comme continuation de la vie dans un autre endroit, a immunisé les Hurons contre l'alternative chrétienne avec sa dichotomie entre le paradis et l'enfer. Les relations de Judith citent des autochtones qui disent préférer vivre en enfer plutôt que de se retrouver dans le paradis chrétien, à rien faire, sans leur cérémonie et leur famille. De plus, ils pensaient que s'ils étaient baptisés, ils allaient vivre dans le village français, sans leurs amis. De même, la pauvreté de l'exil religieux traduit les difficultés liées à la transposition en Iran des notions de la théologie chrétienne, comme le péché, le Dieu Père, voire la notion d'âme. Finalement, une autre difficulté est d'ordre plutôt pragmatique. Lorsqu'il cite des phrases en Iran, Sagard semble se méprendre sur le sens et sur l'intention de l'auteur. Un exemple de 3 ans apparaît lorsque l'auteur soutient que les Récollets ont su gagner le respect des autochtones par opposition aux autres auteurs que les Hurons traitent en piètre estime, en les considérant comme des enfants ou des faibles d'esprit. Comme preuve, Sagard cite cette phrase en discours direct. Cachia a Pindio, c'est pour ça qu'il transcrit. Vous avez grandement d'esprit. Wandate dans Terondio, et les Hurons n'en ont point. Et il continue, c'est supposé Huron. Vous êtes gens qui connaissaient les choses d'en haut et surnaturelles, et qui pouvaient savoir les choses les plus cachées et secrètes. Or, le lecteur contemporain, même sans savoir l'arrogance notoire des Hurons, comprend immédiatement qu'il s'agit d'une ironie sanglante. Les Hurons étant maîtres de l'antiphrase et de l'humour pensant rire. On ne sait pas si Sagard en est lui-même dupe ou s'il est prêt à faire feu de tout bois pour prouver le succès de l'entreprise missionnaire, justement interrompu, mais c'est encore intéressant. Or, malgré ces limitations, et en dépit de l'intention polémique de l'auteur, l'inscription des langues autochtones dans l'histoire du Canada en fait un monument ethnographique de première importance. La richesse du lexique et sa contextualisation historique constituent une véritable mine d'information pour les chercheurs, ainsi qu'une ressource essentielle pour la revitalisation de la langue et de la culture des Hurons-Wendat. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Tu veux que je comprenne les questions maintenant? Oui, il y en a, oui, absolument. S'il y a des questions, oui, volontiers. Je pourrais poser une question. Bien sûr. Est-ce que tu avais dit que je crois qu'on avait plutôt interprété ce qu'il disait comme étant contre les Hurons, non? À certains moments. Tu t'adresses à moi ou à moi? Contre les Hurons, ce qu'il avait dit, je ne crois pas. Pour la colonisation des Hurons. Non, ce que j'ai mentionné, c'est peut-être tu veux parler du passage où j'ai parlé de l'interpolation. Non, je ne sais pas. Non, il n'a jamais été contre les Hurons, Sagard. Il était très proche des Hurons. D'ailleurs, quelque chose, ta question m'amène à dire une chose. À certains moments dans l'histoire du Canada, le texte de Sagard valorise les Hurons au détriment des Européens. Il dit, s'ils étaient chrétiens, ils seraient bien meilleurs chrétiens que nous. Et c'est à leur école que j'ai appris à vivre le christianisme. Il le dit en toutes lettres. Et ça, c'est l'hérésie. Et ce n'est pas étonnant qu'un auteur libertin comme Lamotte Levaillé en France au XVIIe se soit inspiré de Sagard. Alors, Sagard est très moderne sur beaucoup d'aspects. Et je dirais, je ferai la distinction entre 4 chapitres qui portent sur la religion et le reste du livre. Parce que dans le reste du livre, on sent qu'il est extrêmement près d'eux. Il va décrire des coutumes qui peuvent même paraître imputiques et que Brébeuf n'ose même pas décrire, mais Sagard le fait. Il décrit comment les Autochtones, de façon très simple et très sobre, urinent en canot, ça ne le gêne pas. Le corps ne le gêne pas, contrairement aux hommes du XVIIe siècle, moi qui ai beaucoup travaillé
sur les textes des Jésuites, Sagard, de ce côté-là, n'est pas du tout gêné par les aspects corporels qui touchent la réalité. Alors, c'est un homme extrêmement moderne. Et quand je dis, je fais la distinction entre les 4 chapitres qui portent sur la religion dans l'histoire du Canada, parce que dans ces chapitres, on a un Récollet prêcheur qui n'apparaît nulle part. Nulle part. Alors, pourquoi a-t-il mis ces prêches, ces sermons? Sans doute parce que c'est de la propagande missionnaire. Les Récollets ont converti presque aucun autochtone. Donc, il faut démontrer qu'ils sont efficaces dans leur prêche. C'était vraiment une question de propagande. Et d'ailleurs, on ne sent pas vraiment que Sagard est très préoccupé par convertir les missionnaires. Parce qu'il regrette, dans l'histoire du Canada, de ne pas avoir baptisé les gens. Alors, il avait des relations d'amitié, il jouait aux médecins, il prêtait ses chaussures aux Autochtones qui l'appelaient Aviel de son prénom. Hein. Donc, d'où la familiarité avec ces gens-là. Alors, non, il était très, très délirant. Et il dit dans l'histoire du Canada, on pourrait me reprocher d'être trop près d'eux. Et effectivement, si on compare son discours avec celui de Champlain ou des Jésuites, il est beaucoup plus près. C'est beaucoup plus l'ami des Hurons que les autres, que Brébeuf. Bon, le jeune, je n'en parle pas. Je voulais simplement souligner que tu avais utilisé, il me semble, que ça avait été mal interprété de manière comment je pourrais dire, à tourner aux unités politiques, quoi. À un certain moment, il m'avait semblé que ça avait été utilisé de manière politique. Ce que j'ai mentionné quand j'ai parlé de politique, c'est j'ai fait allusion au récit de Champlain où on a occulté ce qui concerne le Récollet, c'est mal interprété. Je ne saurais dire, je ne crois pas. Mais en fait, son texte a été manipulé. C'est ça. Oui, mais pas mal interprété. On a réécrit le texte à plusieurs passages, au moins trois occurrences, et des réécritures qui sont 4 pages entières. Ce n'est pas uniquement un mot, 2 mots. Et depuis le temps que je fais de l'édition critique, c'est le seul livre que j'ai trouvé comme ça. Et j'en ai fait, bon, j'ai consulté des tas d'exemplaires et j'étais très heureuse d'avoir trouvé ça parce qu'on ne trouve jamais ça quand on compare les livres d'une bibliothèque à l'autre. Des fois, c'est une petite coquille qui a été corrigée. Mais c'est un exercice très fastidieux d'aller comparer comme ça les exemplaires. Mais en fait, je ne sais pas si je réponds bien à ta question. Voilà, merci. Merci. Dans quelle mesure, j'aimerais savoir, dans quelle mesure Lamotte s'est inspiré de Sagard? Qu'est-ce qu'il a lu, qu'est-ce qu'il a apprécié dans les œuvres de Sagard? Ben, il fait l'éloge des païens. Donc, dans son éloge des païens, alors, il y a 2-3 passages, je crois, où là, il y a longtemps que j'ai travaillé sur la Motte-le-Valier, mais il y a 2-3 passages où il cite Sagard. Et Sagard, ce qui est très intéressant dans l'histoire du Canada, c'est qu'il parle de la vertu des païens. Il utilise le mot vertu. Alors ça, les Jésuites n'utiliseraient pas ce mot-là en parlant de païens. Mais lui, il ne se gêne pas de l'utiliser. Alors, c'est sûr que quelqu'un comme Lamotte-le-Valier, qui parle de la vertu des peuples non chrétiens, qu'on appelle païens, Sagard devait l'inspirer au premier chef. Parce que c'est sans doute parmi les voyageurs de cette époque le plus ouvert à la réalité, sans conteste. Alors, j'ai comparé
une multitude de relations, beaucoup plus ouverts que Samuel de Champlain, qui les appelle des bêtes brutes par moment, même si Champlain est beaucoup moins dur que certains jésuites, mais Sagard s'inscrit en faux contre ça. Et dès l'avant-propos de son livre, il nous dit pas trouver que je les défends trop. Mais c'est très touchant, les adieux que fait Sagard à la couronne. Quand il quitte sa chère province des Hurons, et quand les autochtones, après son départ, viennent à Québec pour essayer, parce que Sagard avait promis de revenir. Ils viennent le retrouver à Québec, il ne revient pas parce que son supérieur ne veut pas qu'il revienne à Québec parce qu'il était lié par le but d'obéissance. Voilà, c'est un peu ma réponse. Et une autre question, est-ce que les Reconnais en Nouvelle-France à l'époque avaient l'intention de généraliser l'Huron comme une langue générale, comme ils ont fait en Amérique du Sud, pour missioniser les autres nations? Donc, l'idée de mettre sur un pédestal la langue huronne avec des fins de la généraliser pour la communication. Un outil de christianisme. Pas explicitement. Mais votre question est intéressante parce que dans un passage de l'histoire du Canada, Sagard fait une hiérarchie des peuples autochtones. Et ça, il est le seul à faire ça, à mon sens. Alors, il classe les Hurons au premier rang. Et ça il utilise, je crois, le mot, les Hurons, ce sont les bourgeois. Il utilise, il fait une distinction très amusante et il fait une hiérarchie. Pourquoi sont-ils plus prisés que les autres? Eh bien, parce que ce sont des semi-nomades. Donc, et les autochtones errants, 100% errants, sont vus comme sauvages. Donc, c'est amusant. Mais au niveau de la langue, je ne crois pas qu'il aille jusque-là. Cela dit, le Huron était utilisé davantage dans la communication avec les Français à cette époque, du coup. Mais non, mais il y a cette classification des peuples autochtones et ça peut rappeler le discours d'un autre jésuite, José de Acosta, qui fait aussi une classification des peuples païens. Je ne sais pas si dans un livre qui est publié en latin, traduit en anglais, mais pas traduit en français, qu'on traduirait par du salut des Indiens. Alors, il classifie bien sûr les peuples païens, ce sont les Chinois, les Japonais qui sont les plus élevés parce qu'ils ont l'écriture. Et puis après, il va mettre les Incas, les Mexicains, il y a toute une classification des peuples. C'est assez ahurissant de voir ça aujourd'hui, mais en fait, mais votre question est très intéressante, mais je ne crois pas qu'il y a ça expressément chez Sagard. Et chez les autres Récollets, Leclerc, je ne crois pas non plus. Elta, je m'avance un peu, je connais moins Elta. Je ne crois pas. Est-ce que les personnes à distance peuvent poser des questions? Bien sûr, oui, allez-y. J'ai levé la main, mais je viens de réfléchir et puis je crois que... Alors, Paul-André Dubois. Oui. Enchanté, M. Steckley. On a eu des communications, John. Moi, j'ai pris plusieurs choses en note parce que j'ai pas mal fouillé dans ces sources. J'ai publié récemment, j'ai publié sur les Récollets, mais j'ai publié aussi sur la question de l'introduction de la culture de l'écrit chez les Autochtones 17e, 18e. Alors, j'aimerais comme réagir d'entrée de jeu à la question d'une langue, d'une lingua franca, en fait, là, qui
qui serait comme en usage. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec Marie-Christine. Il n'en a jamais été question. C'est-à-dire qu'on a soulevé le problème à l'époque. Sagard va soulever le problème, mais l'escargot aussi, d'une certaine manière, va soulever ce problème. Et la manière dont on démontre la chose, c'est que si une langue d'empire avait existé, comme le nahuatl chez les Aztèques ou le quechua chez les Incas, les missionnaires s'en seraient fait les plus grands défenseurs et s'en seraient servis, justement parce que ça aurait beaucoup facilité leur travail. Or, il n'y avait pas de langue d'empire. Il y avait une langue, oui, le Huron dans les Grands Lacs qui servait pour le commerce, d'accord, mais le Huron n'avait pas d'incidence en Acadie. Bon, tu sais, chez les peuples de culture algonquienne, finalement, très peu. Alors, la francisation a été présentée dans ce contexte-là comme la lingua franca par défaut. C'est vraiment ce qu'il faut comme garder en tête, c'est que si il y avait eu une langue d'empire, on l'aurait prise, cette langue d'empire. Ça, c'est bien expliqué dans les différents, et puis ça tombe sous le sens aussi. Ça aurait été tellement plus facile parce que ce que Sagard dit, c'est que trop de langues, de dialectes qui changent pour si peu de missionnaires. On ne peut pas appliquer autant de missionnaires au nombre de dialectes, c'est impossible. Alors, ça, c'est une chose. Bien sûr, ça demanderait quelques nuances, là, mais je suis un spécialiste des notes de bas de page qui font une page. Alors, habituellement, j'en donne dans mes trucs. J'ai pris quelques petites notes. Tout d'abord, je voudrais féliciter Marie-Christine Pioffet pour ce travail qui est absolument formidable. C'est un travail de moine, littéralement. C'est magnifique, cette édition critique. Et c'est une œuvre qui est appelée à demeurer. Alors, bravo Marie-Christine. J'ai pris quelques notes sur ce qui a été dit et puis c'est un petit peu des réactions qui sont parfois je vais dans ton sens, d'autres fois je voudrais apporter comme une petite nuance qui me semble importante. Alors, par rapport au passage, Gabriel Sagard est entré chez les Récollets, n'est-ce pas? Oui. Donc, il entre dans la branche franciscaine de la stricte observance. Et lorsqu'il est passé chez les Cordeliers, à l'époque, les Cordeliers, ce sont les conventuels. Et les conventuels, ce sont ceux qui ne sont pas de stricte observance. Ils sont de l'observance, mais c'est une règle beaucoup plus douce, je sais. on va dire. Alors, j'ai vu aussi d'autres Récollets un peu plus tard passer du côté des Cordeliers ou même des Augustins, parce que finalement, il y avait des problèmes de santé même à suivre la règle. Bon, ce qui n'exclut pas qu'il y ait pu y avoir une petite histoire et un petit mécontentement et que Sagard soit passé, mais il se peut aussi que Sagard ait eu des problèmes à suivre la règle dans toute sa rigueur. Hein? On ne peut pas exclure ça. De santé. Ça On peut pourrait... exclure, non. Hein? On ne peut pas tout à fait l'exclure à 100%. On n'en a pas la preuve, par contre. On n'en a pas la preuve. Mais pour revenir à ce que tu disais sur les langues autochtones et la nécessité d'imposer le français, c'est quelque chose avec lequel je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, Paul-André, tu me permettras, parce que pour effectuer les confessions, les missionnaires devaient le faire dans les langues locales. Et c'est pourquoi ils devaient les apprendre. Et d'ailleurs, Acosta va dans ce sens-là. Donc, ils avaient l'obligation de confesser, d'écouter les confessions. Et donc, ils devaient apprendre les langues autochtones. Et l'intérêt que Sagard portait à ces langues témoigne
d'une curiosité, mais aussi d'une admiration pour ces langues. Alors là, je suis pas tout à fait d'accord avec toi, mais ça va, ça fait partie. Non, non, mais c'est l'intérêt d'une publication comme ça, c'est qu'il y ait un débat, parce que moi, je pourrais apporter un contre-argument, mais ce n'est pas une joute. C'est que jusqu'au 19e siècle et 20e siècle, souvent les confessions se faisaient même par des interprètes qui étaient comme affidés aux missionnaires. Ce n'était pas l'idéal, mais ça se faisait comme ça. Mais bon, ça, c'est une autre question. On va revenir encore à cette question, mais je ne voudrais pas qu'on parle que de ça. Non. Mais pour revenir à cette question, écoute, Sagard reproche directement à Champlain de ne pas avoir appris ces langues. Alors, personnellement, il est d'une curiosité qui déborde la Nouvelle-France. Quand il s'en va à Paris, il se renseigne sur les monstres, etc. Donc, personnellement... mais il la propose quand même. Il propose néanmoins la francisation. Directement, propose la francisation. Non, moi, je ne crois pas que ce passage soit de la main de Sagard. Ah, OK. Bon, ça peut être une interpolation. Oui, effectivement. Bon, mais c'est quand même dans l'histoire du Canada. Et je ne crois pas que Sagard propose la francisation, personnellement. Mais quelqu'un d'autre l'a proposé. Quelqu'un d'autre a manipulé son... Ah oui, OK, oui. Bon, là, je pense que j'ai oublié d'apporter cette nuance des interpolations. Mais je n'ai pas terminé mes petits commentaires, là. Je voulais réagir là-dessus, excuse-moi. Excusez-moi. Jean de Lauzon, 1633. Les Récollets n'étaient pas prêts. Ça, j'ai eu, pour mes propres recherches, Jean de Lauzon s'était engagé envers une communauté féminine qui était les Bernardines du Précieux Sang. Et elles avaient commencé à se préparer et à la dernière minute, elles n'ont pas pu s'embarquer. Et puis, moi, je pense que Jean de Lauzon était peut-être, lui, mal préparé. Peut-être que les Récollets étaient bien préparés, mais que Lauzon n'était pas préparé. Mais ça resterait à voir parce que ça fait ding-ding. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, ouais, effectivement, c'est un scénario que je connais. Je voudrais aussi, évidemment, parler de la page frontispice que tu nous as montrée. Et puis là, j'ai fait comme un lien en t'écoutant. La page frontispice où on voit, c'est dommage qu'on ne puisse pas la voir là à l'écran, là. On voit Saint-François d'Assise sur cette page frontispice. Tu parles de la page frontispice du Grand Voyage. Du Grand Voyage, oui. L'histoire du Canada. Okay. Donc, on voit sur le côté gauche, on voit Saint-François d'Assise. Et sur le côté droit, on voit un moine, BFMDV. Alors, ce BFMDV est le bienheureux frère Martin de Valence, dont on parle dans l'histoire du Canada. J'ai sorti l'extrait là, ici. Là. On en parle. On le compare comme étant la version lumineuse d'un Martin Luther, qui est la version sombre de l'histoire. Et puis, je me suis dit, hey, il y a eu tellement de tripotage dans ces ouvrages récollets. Je me suis demandé, mais comment se fait-il qu'on ne parle pas de Martin de Valence dans le Grand Voyage au pays des Hurons et qu'on met sa représentation sur la page frontispice et qu'on en parle vraiment dans l'histoire du Canada? Et je me suis posé la question si cette page frontispice du Grand Voyage n'était pas destinée initialement à l'histoire du Canada. Enfin, ça me semble très étrange, pourquoi mettre le bienheureux Martin de Valence sur le Grand Voyage au pays des Hurons alors qu'on n'en parle pas? La réponse, alors, non, je ne crois pas que la page couverture
du Grand Voyage du Pays des Hurons devait servir à l'histoire du Canada parce que Sagard n'avait pas rédigé le livre à ce moment-là. Ce n'est que 2 ans plus tard qu'il va commencer à l'écrire. Quant à la page couverture du Grand Voyage du Pays des Hurons, je sais qu'Andreas Motsch a écrit un article là-dessus. J'en ai pas parlé beaucoup parce que c'était pas mon sujet. C'est la page couverture d'un autre livre. Mais je ne suis pas sûre hein, que ce soit Sagard qui ait décidé quoi que ce soit pour cette page de couverture. Alors, ça sort un petit peu du cadre de mon propos, l'histoire du Canada. Là, mais c'est quand même étrange que dans l'histoire du Canada, on parle de Martin de Valence. Oui, on en parle. Et qu'on n'en parle pas dans le Grand Voyage au Pays des Hurons, mais que sur la couverture, la page frontispice du Grand Voyage, on mette l'image de Martin de Valence. C'est probablement un choix éditorial, mais alors la page frontispice du Grand Voyage enfin pas la page frontispice, mais la page de couverture est intéressante, mais il y a aussi des représentations, si je me souviens bien, d'Autochtones qui sont en train d'écraser du maïs, si je me souviens bien. Donc, mais là, je ne l'ai pas à l'écran, il faudrait que je la regarde plus attentivement. Mais donc, je ne peux pas vraiment répondre à cette question. Et la couverture du Grand Voyage des Pays des Hurons, c'est probablement dû au choix de l'éditeur, Denis Moreau, entre autres. Donc, je ne crois pas que Sagard ait décidé quoi que ce soit en ce qui concerne cette page de couverture, cette page de titre. Alors, le Grand Voyage, oui, c'est vraiment, c'est beaucoup plus restreint. Je ne pense pas que Sagard ait à parler de cela dans son Grand Voyage. Oui, je pense qu'il faudrait s'arrêter. Il faut que les gens et on peut regarder la question pour la fin de notre rencontre aujourd'hui. Merci beaucoup, Marie-Christine. Merci, Peter. Our next guest, Tom Steckly, will be talking about his new book, The Names of the Wyandot, published by Robb's New Express. Tom Steckly has taught at Humber College since 1983. He also taught anthropology at Memorial University of Newfoundland and native studies at Laurentian University. He has published over 150 articles in the academic and popular press, as well as a short book of Huron biographies. He's the author of Beyond the Years, 5 Native Women Stories, published in 1999. Welcome. And John will be in a conversation with our colleague, Yin Martin. Yin Martin is an associate professor of English in the English department at Claremont College. He was one of the founders of the CRLCC with Raymond Moujon and the late Doreen Ulitescu, and was the founding coordinator of the certificate in the discipline of teaching English as an international language. And for 20 years, he has been involved in Nunavut, Canada's newest territory in the Eastern Arctic, researching and writing on the field of language and bilingual education policy. Currently, he's co-editing with Maya Jacobi and Amos P. Jr. a volume of essays on Canada's Indigenous language policy from McGill Queen's University Press. Welcome to both of you, and please sit here. I never believe it's real, so my head. It has to be beyond my computer. It's got copies, multiple copies. Oh, yeah, of course.
Now, it's interesting. I'm a big fan of Segar's work. He was the last person to record the same concert. And he knew it was different. He knew that, he said in the introduction, they're like France. There are different dialects. And he didn't know one of them was St. Mark's here. Impressive. But it's good. Okay, so that means, as far as I know, no one has ever written a book about the names that indigenous people have. Never. The languages are coming back in different ways. People are being called by their own names. All the hideous names that people went by. Huron is one of them. Sioux is another one. It came from the Algonquian term Nadawesu, which means snakes. And somehow they cut the end of the word, and that's what they called it. But you can go pretty much across Canada, people are not known by their own names. Even in the Cree, that's not that. Yeah. So in dealing with names, I feel I'm changing something. I'm changing that sense, and I hope that other books will come out on the names that other folks have, because it tells you so much about them. For the Wyandot, one beautiful thing is that we have records from the 17th, 18th, 19th, and early 20th century. So we have names over that period, more of their names than any other indigenous group. Unfortunately, most of the names are male because the people writing the names were male. It's as simple as that, But what I have to say is that one thing I really liked about Pierre Poitier, who was a Belgian Jesuit from the 18th century, he was the first one to record the names of the Wyandot female elders. That was brilliant, because the Jesuit relations practically have no women's names. But he did something with that. He recorded who and what they were. And I find that good. I also found it's funny that there's male elders and female elders. When you have a relatively young male elder, his mom is there too. So he doesn't screw up. I can just imagine this young male elder is talking and his mother is giving him that look, but there's that authority. Now, I have in the book 606 Wyandot names, almost all of which I have translated, almost all of which I know what gender the name implies. Names are gendered. Male names and female names are gendered. There are a few names, less than 10, maybe about 5, where both the male and the female carry that name, but otherwise they're gendered. The names, one thing I look at too is names they share with related people. Obviously, they shared names with the Wyandot. They also did with the Haudenosaunee. Even some great names for the Haudenosaunee, Sachem names. Some of those are shared with the Wyandot, which really caught me, because those 50 names are the great names of the Haudenosaunee, and there's a couple of them that Wyandot had too, which, there's a story there that I haven't
figured out yet, but it's an amazing thing. Now, most of the names are clan-based. The names that are there, you have clan-based names that belong to your mother's clan. And you go through several names in a lifetime. You don't have the same name all of your life. There, you have a name as a woman, man, and then when the person that has a name with more significance dies or goes up to a higher name, you fill in that name. So you may go through 3, 4, 5 names in your life. And people would know by your name what clan you belong to. They don't have to ask what clan you belong to. Their name tells them. The name says, this is their clan. It's right up there. Now there were some nicknames, names that relate to some part of your life experience. When they named the French, I have a whole chapter on it. They called them French. They just called them by what they did. Makes this, makes this, makes this. Right? So you know exactly what someone's occupation was. Unfortunately, there are no names for French women. That was unfortunate. But still, that's interesting. And some of them are kind of descriptive of what somebody looks like, kind of modeling something. But hey, what do you expect? But so they named the incomes to everybody. Now, some of the French were adopted, given clan names. That happens quite frequently with the Egyptians. I would love to know who adopted Grey Wolf. But unfortunately, his name, which I've also been given, is Deschamps, which is initially an attempt to say Jean, but ended up first naming the incomers like, okay, what is your name? And they would try to say it, and they didn't have a je, but they had a je. And then they put an H beginning of it to make it a masculine. So that's one of the effects of the H. The thou got a name that was later on became the name for whoever the bishop was. So a certain status, and the name for the Pope, you add something at the end of the word that means the great this, right? You would add that to the name. It's funny, in the wind-up stories, there was this rich white guy, and he's always fooled by a white guy. Always. The wind-up always make him look stupid. Right? I mean, you know when that name comes in, yeah, okay, this guy's going to be tricked. It doesn't matter how rich he is, he's going to be tricked. But what I found out later was, at first I couldn't translate it, but then I discovered that it came from a Mohawk name. And it's a Mohawk name that was used for the governors of the United States. And the name that it became was like the great governor, in other words, the King of England. So in the Wyandotte stories, they mocked the King of England, but nobody knew but the Wyandotte. But as soon as you see the name, you say, this guy's going to get it. It's going to appear really stupid before the story ends. It's great. It's such a beautiful thing. But so some of the names appear in the stories as well. Some of the mythic characters. One of the things I discovered in writing this book is one of the great female
mythic name, Yadayinsa. She was the first woman on earth. She was the one who was in the sky world, and for various different reasons, depending on the stories, she fell out of the sky, and the geese saved her. And then she was eventually put on the back of the great turtle, and that's why Turtle Island that thing, but she was the first there. And in the Wyandotte story, the Turtle Island was made a place to live by putting earth on it. And in the story, all the great divers were male. Beaver, otter, a couple others, I think. They didn't get the earth. Who got the earth? The toad. She was a female toad. And that's why we call toads our grandmother. Because they gave us this earth. Of course, my wife and I, we started referring to toads in our backyard as grandmothers. And I'm sure people misunderstood what we said. Oh, we have a couple of grandmothers in the backyard, you know. And when those people have kidnapped old women. But you know, it's what I learned, which surprised me. I mean, like I said, the Haudenosaunee and the Wyandot did share some names. Is that the name Yadayinsa, which means she is old, was not originally a Wyandot word. It was a Cayuga word. And I'm wondering whether the story of the Wyandot is a story of dispersal. They were thrown out of southern Ontario. They went into Michigan. Some of them went to Ohio. By the early 19th century, they were kicked out of Ohio and went to Kansas. Some later on went to what was called Indian Territory, which became parts of Oklahoma. Now, the folks in Oklahoma, I worked for the Wyandot Nation of Oklahoma for 5 years as a tribal linguist. And I found out that they were living right beside the Cayuga. And that one of their storytellers of the early 20th century, I think it was his mother was Cayuga. So maybe he used that term because it came from the Cayuga, it's connected. So there is that linkage. Although still one of the names of the twins, I haven't figured out yet. There's always that first couple. I'm going to have this growing insight. I haven't yet. Hopefully it comes. So a word with that. Now, in the structure of names, almost every name is a verb because almost every word in Wyandot is a verb. And there are very few names that are nouns. Very, very few. But there can be names or nouns built into the word. So they're the beginning of the word. And names could, Wyandot verb can have many parts to it. 13 parts. You can have 13 to 15 parts like that. Longest word I ever saw in the language. But your typical name is 3 to 5, 3 to 6 parts. I call it a simplicity principle. It didn't make people's names too long. I think that was a conscious thing. Make that very, more complicated than it so, and just seeing how they build it, and also in the gender, you can see that some nouns are used with women, with females. If you see somebody's name has the word sand in it, it's probably a female. Now,
it's not absolute. Like most names that have the noun Asha accent are typically male. There's one. There's one with bow and arrow on it too. It's just one. I think it's she lost the bow. Yeah, that's maybe she lost the bow. So, but you know, and just learning certain things to tell you, okay, this is a male name, this is a female. There are some that I couldn't tell because sometimes a male name has a female pronominal prefix in it. I mean, you just have, that's just it, it's an it. It's an it there. But just sort of seeing how names are built and how they work is to me fascinating. And you learn a lot about the people. That's important to be built into a name. It's something important. You're going to find what you need. It's important. Now, corn, there are a lot of names with corn, both male and female names have corn, because the men are the ones who plant or reap the corn. The women are the ones who process it. So corn is in both their names because corn is good. So you can tell. You can tell from that. A lot of names have an ending that means great. That's I couldn't say how many, but there's enough that tell you that's word. But then there's some that there's a diminutive added to it, so a little whatever. So and some, you know, that appears. I'm trying to think of what else I investigated. I mean, the main job originally was just translating 634. I didn't find it. One of the things that I discovered that I'd never heard anyone say anything about is in the 19th century. In the 19th century, that's when the Wyandot really, you know, the pressure of the United States, American government, American presidents. By the way, the general Iroquoian word for American president comes from the name that they gave to George Washington, village destroyer, because he did order the destruction of a number of children villages in the park. So it's kind of, you know, but they get passed on. That's the name for the job. Oh, who's the village destroyer now? Always name is fine. You know. It's interesting, and probably there isn't a president that's ever been that knows that. You would have heard it. But yeah, so what else? I'm not trying to I could pose a question. Sure. I'm totally the fifth wheel here because the organizers imagined that somebody would be appropriate up here to ask you questions after you ran out of something to say about Wendat and Wyandot. Yeah. Yeah, that's going to happen. But I'm curious, how about Sagar is his name? Do we know anything about Sagar? Well, he was called by an attempt to save Gabrielle. Now, they didn't have a B, so they didn't like the R for some reason, and they changed it to a U. So, that's what they call it. So, and they, the funny thing was, Guillaume Couture, who was with the Jesuits at St. Marie, because of it, he was a carpenter. I know that because for 2 years I worked at St. Marie among the Hurons, and sometimes I would play the role. And I'd say, I am the carpenter, right? I am here. But turns out they gave him a name that means he stitches.
course, couture relates to that, you know, so they translated his name. Sometimes they would do that. What does it mean? Translated. So I think that, I mean, I'm sure Guillaume had heard that. So, well, you know, like, okay, it means, but I don't look. But it was funny. They didn't have a word for it. But I saw you nodding and smiling when you heard about the story of Jeff Cute, but the image that Sagara had of the Hurons was bourgeois and Jeff Cute, and there was no more. He had that. That was there. You can see that. You can see the respect that he had for them. You can see it in the dictionary. It's not like he mocks them mocks their words. He doesn't mock any of their words. He doesn't make fun of any of their words. The dictionary has character. He does. Just that. I mean, that's why I did it. You know. But yeah, it does. But I mean, for me, of course, the big thing is that there's the literature, there are poems. There is another example of a language that's not just cliché stuff. That's another dispersal story. Yeah, because we know, the archaeologists know that they came to live with a number of different things. But we know from the pottery that the women came to live with Renda because that was a style of pottery that they used. But I don't think anyone before said, well, the men were there too. But we know that because there was a young man who was one of his informants. And you can tell it because he had an M in his name. You could tell it was similar. As soon as I saw that, I said, he's not a one now. It's possible that our hosts are beginning to think of having champagne and nibbles. Am I right? Yes, but the screen went blank, so so sorry for that. Yeah. We lost our remote. We lost the remote. Yeah. Well, see, you had to be here. You had to be here in person. Yeah. That's right. Maybe it's just the image. Just the image. Okay. I have a question for you, John. First of all, congratulations for your book, and I'm going to buy it for sure. But the one that they were changing their names sometimes during their life. Yes. Can you talk a little bit more about this? Well, there were names that were appropriate for a person's status. Mm-hmm. So, you know, you'd see a lot of the names would be appropriate for a child. It could be a name that relates to something they or she did when they were young, or it could be just a child's name in the Bear clan or whatever clan they belong to. And then you move up. You move up the chain. Okay. Go up. And there are some of the great names. There's one name that refers to it's almost fishy. I hate stuff like that. That Jesuits called it the name as meaning, it's Sawahogi in Wenga. Osprey, that's it. It was an osprey, a fish eagle, right? And the Jesuits referred to it as a vulture because the vultures in North America are not connected in any way with the vultures in Europe. The vultures in Europe are raptors. Ours are related to cranes and herons. So when they saw it, they didn't know it was an eagle. Unfortunately, it was a chief's name for generations, but
it still got translated as vulture, even though we didn't have vultures in Ontario or Quebec until a little over 100 years ago. I learned that, it was neat. I wrote an article about how, their respect for vultures. That's the trouble when you're right too young before you learn enough, right? And we were at a place where they had raptors, and I had one in a hawk land on my head, which I really loved. That was before we got seven parrots. So I'm used to that now. And I know if someone lands on my head, I gotta wash it carefully. But they said no, there were no vultures there. And and then I checked, I called the museum. Wow, but yeah, so that was amazing. It's unfortunate that that was trusted, that translation was trusted, because it was the sacred bird. It's the sacred bird. One thing I forgot to say, big things, whole chapter on 19th century. The Hawaiian are dispersed and dispersed. They're having a hard fight to maintain their culture. And they were told, I mean, I don't have to say who or when, they were told they had to have surnames. So what got done was that a lot of the surnames were Wyandot names, either in the original language or translated, like Bearskin, which was the name of the second last Grand Chief of the Wyandot. There was Buggy here. There's a story behind that one. They were all male names. All of the surnames were taken from male names, or just standard English names, but no surnames were ever any of the respective female names. And I wonder, see, I was hoping that someone else would write this about, say, or other people, so I could see what I've seen. Is it something that has happened elsewhere? What happened when people had to be given last names? Certainly with the Wyandot. Oh yeah, back to an earlier story about the name for Bishop and then Pope. The Wyandot named a Methodist minister. I kind of like that. Gotcha, because he was the most important minister for them in Ohio. But that whole thing of, I want to know what happened with other cultures. I mean, I know about names for people. I mean, you pretty much come up with a name that people had that wasn't a name in their language. Almost. Iroquois is not a name. Ojibwe is not a name. Cree is not a name. Assiniboine, their real name is Nakoda. They're called Assiniboine. See, the Cree get to name everybody because the Cree worked with the traders. So they would say, oh, we called them this, and that became the name. Assiniboine means they cook with stones. And they're also referred to, in some of their communities are referred to as stoning. And what it means was they would dig a hole and put in some hide, put water in, and then when they put food in, they would put rocks, which is pretty clever. Hot rocks, yeah, we put hot. Yeah, if it was cold, it wouldn't be so clever, Well, you wanted roughage, but yeah, and so that became their name, and pretty much everybody. And of course, there was Eskimo, which comes from an Algonquian term, meaning something wrong. And all these names, Apache means enemy. All these names that people were known by, those names that their enemies or someone else called them.
But what I would like to see is, I'd like to see parallel studies to this. You know, I want to see whether what I saw is what appears very, very often. You know, I'm hoping somebody does that for the, say that, I mean, to be close, the name for like, for the Mohawk, or the Oneida, or the Onondaga, the Seneca, and Tuscarora. I would love that. Or Cherokee, you know, because the Cherokee are naturally linked too. So it would be a great parallel story. And they were dispersed several times. They ended up in Oklahoma as well. But it needs a parallel. You know, I'm hoping I said, you know, I'm trying to get it reviewed, and there's the American Journal of Names. And I'm hoping when people see that, we'll start doing that for other Indigenous people. Because it's going to, you know, when you have a broad literature, then you can make generalized statements that are important. I mean, I can make general statements about one people, and maybe they're close relatives, but you need more. And I mean, I was really looking for the folks that did the same thing. I wanted to see what they did. You know, maybe they would help me get through it, but couldn't see what they did because they didn't do it. It wasn't considered important. I expect you're creating a genre that once people see this book, they'll say, why didn't we do that first? Why did that guy up in Canada do it? Talking about dispersion, are there any Wyandot still in their, let's say, traditional territory in southwestern Ontario? None at all. The ones that are closest are the ones in Michigan. They're not far from Detroit. So I guess they're an audience for this because people are, as you say, calling themselves by their traditional name. Yeah, and they really want. I've named a lot of Wyandot. Like they want a name, and they want it to mean this in English. Sometimes I have to say, no, you can't say that. No, can't say that. You couldn't ever. It was like there was a movie that didn't happen that I was the translator for. And they wanted me to make the character say, you are my favorite daughter. I said, you can't say that. There is no term that means favorite. Just like I've written a couple articles on terms that don't have. There's no term for perfect. Of course, there is that great old Italian expression, you know, perfect is the end, is the enemy of good. I like that. I don't believe anything is perfect, except maybe a perfect idiot. I think that is possible politically anyway. But not to mention any names that are provincial figure. But you know, there are a lot of times it's like many of the languages don't have a word for innocent. So it was very, very difficult when people got into the courts. I know this from McBack. I studied language for a year. You know, how do you plead? There was no word for innocent, guilty. No word in the language for either of those things because it didn't exist. I don't think innocence really exists. You see when your granddaughter beating up your grandson. One of them is 3 and the other is 1. She's not innocent. She beats up her brother, but her brother's going to beat her up in a couple of years, so it's coming back, right? But you know, I don't believe in innocence. You know, and I like that they didn't have a term for that. You know, but there's a number that are like that, and it helps you understand. You know, understand. You know. If I went through a whole list of words they don't have, that would teach. And words that they do have, ones that are important. There's no word for command or obey. You also made the point of gender, right? Gender not existing in the language. Well, it does. It exists. It's one of the Iroquois languages are one of the few indigenous languages that have gender. You use gender, the masculine. The feminine is called the feminine zoic because it refers to females, animals, and its. If you use the male term,
But plural, it refers to a mixed crowd or just all men. It's just that the names weren't recorded by the linguists. That's what the problem is. Yeah. Yeah. You know, And a lot of the French reporters did not know, did not hear, and therefore could not write initial H's. And an initial H is really important because that means like initial. So yeah, so sometimes you don't. John, I don't remember the story very well, but Etienne Brulé, because his name meant was to burn, wasn't he accepted in the clan because of his name? Brulé? I'm not sure, but it would be a good name to have. No, it would be a very good name because there are a number of names with fire. I don't know what chief it was that had to do with fire. I'm sorry, I don't remember. So, yeah, I think in his name, it was important to where he would end up where he fit in. Yeah, I think, yeah, if they gave him a fire name, then trying to think. We'd have yes, he's stuck in it, change fire. And there are a number of names that have fire. I'm gonna have to check which clans have fire name. But they let you know if a person's name could be translated, usually they would do that and call them by that. Even though, you know, for couture, seamstress, I don't know, carpenter. Poor guy. Well, maybe he thought it was funny. Maybe like a blacksmith is somebody who makes metal. A mason is one who works with clay. You know, that kind of thing. That's what they would call them. They would just name them by their occupation. Last year, the names were the featured topic of the course that you taught here online, which was very enjoyable for 2 or 3 months in the middle of winter. Wonderful way to spend our Friday afternoons. And it was the Center for Studies in Language and Culture Contact that sponsored it. Is that happening again? No. Now that we have a textbook? No. Yeah, but I think it's a very good idea and so interesting and you know so little. Yes, yeah. And there's a lot of places you can go with it, you know, like just in terms of people's name, you know, names for themselves collectively. Yeah, even you know, I'm from translation studies, so because I know that the last part of the book is about translation, right? Oh yeah, so, there's a lot of translations in that. Yeah, so that would be also very interesting for our students. Yeah. It's a good idea. Yes. Can I just invite everyone to have a sandwich and sounds good to me. And then we can continue our discussion. Thank you. Yes, thank you so much. Thank you. Congratulations.